Avec tout le chaos que Vladimir Poutine jongle ces jours-ci, c'est un miracle qu'il tienne encore le coup, ou du moins qu'il prétende le faire. D'une soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine, qui se transforme en un cauchemar sans fin, à de jeunes Russes qui fuient dans le pays en masse et une industrie technologique en déclin qu'il ne semble pas pouvoir réparer, Poutine a du pain sur la planche. Et si vous trouvez ça mauvais, sachez que ça empire. La Russie fait face à une bombe à retardement que même la poigne de fer de Poutine ne peut désamorcer. Une crise démographique se réduisant plus vite que le recrutement de nouvelles recrues. C'est vrai, derrière tous les discours musclés et les grands défilés, l'avenir de la Russie semble beaucoup plus petit. Poutine peut rêver de reconstruire les jours de gloire de l'Union soviétique, mais la réalité, la Russie pourrait perdre jusqu'à 15 millions de personnes d'ici 2046. La Russie risque de chuter considérablement dans le classement des pays les plus peuplés si la tendance actuelle se poursuit, loin de son statut de superpuissance mondiale. Que fera Poutine face à cette situation ? Peut-il vraiment s'en sortir en parlant ? En bref, l'avenir semble sombre pour le leader russe. Alors qu'il cherche désespérément des réponses, la guerre en Ukraine continue de décimer la population russe à un rythme alarmant. Actuellement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est l'un des plus meurtriers du XXIe siècle, surtout compte tenu de sa longue durée. Selon la société de radiodiffusion britannique, des sources russes ont confirmé au moins 70 000 morts, mais le nombre réel est presque certainement bien plus élevé, la Russie n'étant pas encline à partager de mauvaises nouvelles. Pendant ce temps, le ministère de la Défense ukrainien, connu pour exagérer légèrement, estime que la Russie a subi plus de 670 000 victimes, y compris les blessés retournant au combat. Examinons le deuxième chiffre. Plus de 670 000 morts ou gravement blessés contre au moins 70 000 morts signifie que plus d'un demi-million de personnes sont inaptes au service militaire et doivent réintégrer la société civile. Il est très peu probable que tous puissent immédiatement reprendre le travail et nous pouvons supposer que certaines des blessures seront suffisamment graves pour les éliminer totalement de la main-d'œuvre traditionnelle qui semble diminuer mois après mois. De plus, la Russie a intensifié ses efforts de conscription et de recrutement militaire. Selon certaines estimations, elle traite environ 300 000 nouveaux conscrits chaque année, plus de 200 000 soldats contractuels supplémentaires. Pour les conscrits obligatoires, le service militaire dure 1 an, du moins sur le papier, retirant ces conscrits de la main-d'œuvre pendant cette période. La situation est un peu plus complexe pour les soldats contractuels. Lorsque l'opération militaire spéciale s'est transformée en guerre d'usure, la Russie a changé sa politique sur les contrats militaires. Plus précisément, les volontaires et les prisonniers pouvaient désormais signer des contrats courts de seulement quelques mois ou 1 an, comparativement aux contrats traditionnels de 2 ans que l'armée délivrait avant la guerre. De plus, les contrats militaires sont devenus bien plus lucratifs, offrant aux soldats jusqu'à 3 à 4 fois le salaire moyen national. Cela signifie que les jeunes hommes pouvaient être plus facilement attirés dans l'armée, les retirant ainsi de la main-d'œuvre disponible pour les secteurs industriels, technologiques et de services qui peinent déjà à remplir leurs rangs. Selon certains analystes, le problème ne fera que s'aggraver. Selon les estimations, septembre 2024 a été le mois le plus meurtrier pour la Russie jusqu'à présent et le 5e mois consécutif où le taux de perte quotidienne n'est jamais descendu en dessous de 1200 soldats. Selon des rapports, les pertes de la Russie pourraient s'accélérer fortement, Poutine subissant des pressions externes de la Chine et de l'Iran, 2 de ses principaux partenaires commerciaux et fournisseurs d'armes, directement ou indirectement. Cela suggère que la Russie pourrait intensifier son agressivité pour tenter de conclure la guerre avant que l'Ukraine ne puisse ériger une défense redoutable avec le soutien de l'OTAN. Cela signifie que le nombre probable de morts va grimper en flèche, surtout si l'on considère les rapports indiquant que l'armée russe est gravement sous-entraînée et sous-équipée pour le combat. Mais il est possible que la Russie ait subi bien plus de pertes hors combat. Nous parlons de la grande émigration hors de Russie pour éviter la conscription ou le régime oppressif du pays. Selon certaines estimations, jusqu'à 300 000 personnes ont quitté le pays dans les premiers mois de la guerre. La crise de l'émigration est devenue si grave en 2022 que certains rapports suggèrent qu'autant qu'1 million de Russes ont quitté le pays. La majorité de ces émigrants sont des cols blancs de la classe moyenne ou supérieure qui ont emmené leur famille. Le pays a perdu un nombre significatif de travailleurs dans des industries clés comme la technologie et les services. La guerre en Ukraine est considérée comme la pire crise de l'industrie technologique du pays. Selon certains analystes, le déclin de l'industrie technologique russe avait débuté avant même l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ils disent que c'est le résultat des tentatives du pays de réglementer lourdement l'Internet et de pousser les entreprises technologiques proéminentes à ne pas s'aligner sur la rhétorique du Kremlin. Le problème s'est aggravé après l'invasion, lorsque les sanctions occidentales ont coupé les entreprises technologiques russes ayant des liens avec l'UE ou l'OTAN de la Russie. Enfin,
la structure de l'économie russe est un autre facteur qui contribue à la répartition inégale du travail. Depuis longtemps, la Russie s'appelle vaste réserve pétrolière et gazière pour stimuler son économie. Cela a créé des entreprises énergétiques employant des dizaines de milliers de personnes. L'essor de l'industrie énergétique a créé une boucle de rétroaction positive, attirant des travailleurs des secteurs manufacturiers et agricoles. La dépendance croissante de la Russie envers les exportations d'énergie a entraîné une augmentation du nombre de personnes rejoignant cette industrie et l'émergence de nouvelles entreprises. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre pour répondre à la demande et utilisent des salaires élevés pour attirer les employés. Les travailleurs de la fabrication et de l'industrie quittent leur poste pour de nouvelles positions. Mais l'industrie de l'énergie emploie en réalité relativement peu de personnes pour sa taille en raison de capacités d'automatisation et de mise à l'échelle significatives. Mais une autre industrie, celle des services, œuvre également pour priver la Russie de ses capacités de production. Alors que de plus en plus de personnes s'enrichissent grâce à des investissements lucratifs dans le secteur de l'énergie, elles cherchent de nouveaux moyens de dépenser leur argent. L'industrie des services s'est de plus en plus consacrée aux nouveaux oligarques de l'énergie et aux classes supérieures issues des gains de l'exportation pétrolière et gazière. Ainsi, l'industrie des services croît et requiert plus de personnel. L'industrie de l'énergie et technologique offrant déjà des salaires lucratifs, les travailleurs du secteur manufacturier, moins bien rémunérés, se tournent vers le secteur des services. Ce déséquilibre industriel a rendu la Russie extrêmement dépendante de la santé de son secteur énergétique. Tant que le pétrole et le gaz circulent à travers les pipelines et les routes commerciales, l'économie russe peut continuer à croître. Cependant, le manque soudain de nouveaux travailleurs dans le secteur des services, les sanctions occidentales restreignant le commerce russe et la baisse de la production nationale pour les besoins propres de la Russie nuisent à cette croissance. De plus, l'Ukraine s'efforce de déstabiliser l'industrie énergétique russe en attaquant avec des missiles à longue portée des raffineries de pétrole cruciales à l'ouest du pays. La Russie dépend du raffinage et de l'exportation à la demande, sans grand stock de produits prêts à l'expédition. La mise hors service de quelques raffineries clés est l'un des facteurs clés qui a conduit à une pénurie de diesel et de gaz à l'échelle du pays, à tel point que le gouvernement russe a promulgué une interdiction d'exportation de ces produits vers tous les pays qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique. Au rythme actuel des combats en Ukraine, la Russie pourrait être incapable de répondre à sa demande intérieure et encore moins de poursuivre ses exportations. Dans la même veine, la Chine et l'Inde, deux des plus grands importateurs de pétrole et de gaz russes, ont beaucoup plus de leviers pour exiger des prix plus bas que l'UE avant la guerre. Ils peuvent aussi chercher ailleurs pour leurs importations, comme les ex-pays soviétiques, le Moyen-Orient, voire les États-Unis pour l'Inde. De plus, la Chine développe son initiative de la ceinture et de la route, avec pour première phase clé une connexion avec le Pakistan et le Moyen-Orient, afin de sécuriser ses approvisionnements en pétrole et gaz. Considérant ces éléments, l'industrie énergétique, qui engendre d'importants problèmes de main-d'œuvre pour d'autres secteurs, est loin de la stabilité souhaitée par le gouvernement russe. Mais à quel point le problème de main-d'œuvre est-il important pour la Russie? Il s'avère que le taux de chômage du pays a chuté à moins de 3%. Un faible taux de chômage semble bon pour l'économie et la croissance d'un pays. Après tout, si tout le monde a un emploi, cela signifie plus d'impôts pour le pays et une stimulation des économies locales, n'est-ce pas? Il existe en réalité plusieurs types de taux de chômage différents. Le premier est le chômage structurel, qui provient des industries ou entreprises qui changent ou évoluent pour nécessiter moins de travailleurs, ou des facteurs géographiques réduisant la demande pour certains types d'emplois. L'industrie technologique en Russie en est un exemple. Le départ des entreprises de Russie réduit le nombre d'emplois disponibles pour les travailleurs russes. Le deuxième type est le chômage frictionnel, qui concerne les personnes entre deux emplois et en recherche de travail. Dans une économie saine, le taux de chômage frictionnel ne devrait jamais avoisiner zéro. Bien qu'apparemment paradoxal, avoir un bassin de personnes en recherche d'emploi permet aux entreprises de recruter facilement lors de la création de nouveaux postes. Un taux de chômage de 3% est généralement considéré comme inférieur au ratio sain entre le chômage structurel et le chômage frictionnel. En bref, le vivier de talents manque de candidats qualifiés. Cela signifie que les entreprises russes sont limitées dans le recrutement de nouveaux talents pour développer leurs activités et l'économie, une nécessité dans une société capitaliste. De plus, l'exode massif des travailleurs de la technologie a affaibli le potentiel de l'un des secteurs les plus prometteurs de la Russie. Le faible taux de chômage risque aussi d'accroître l'inflation dans le pays. La première année de la guerre a vu le taux d'inflation grimper à environ 12% par an. Bien que le gouvernement ait réussi à freiner l'inflation, il a potentiellement fait au détriment des perspectives économiques à long terme du pays. Avec le taux d'inflation pour 2023 à 7% et l'inflation actuelle d'année en année d'août 2024 à 9%,
il semblerait que ces mesures à court terme ne suffisent plus. L'inflation croissante peut mener à un autre type de chômage où les emplois ne peignent plus assez pour suivre le rythme de l'inflation. L'augmentation du chômage de ce type ne fera qu'accélérer le déclin économique du pays. L'Ukraine, couplée à une émigration massive de travailleurs qualifiés, vide lentement l'économie du pays en réduisant la main-d'œuvre disponible. Mais le problème démographique que la Russie connaît a commencé bien avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Le déclin démographique de la Russie a débuté dans les années 90 lors de la chute de l'Union soviétique. Cela est évident à partir des taux de natalité et des taux de fécondité totale, c'est-à-dire le nombre de naissances par femme. Le taux de fécondité souhaité pour toutes les nations est de 2,1 et plus. Cela assure presque un taux de natalité supérieur à la mortalité naturelle, permettant à la population native de croître sans immigration. Cependant, le taux de natalité de la Russie avait finalement atteint 2,1 en 2009, 104,28. Au début des années 90, le taux de natalité a chuté drastiquement, atteignant 1,4 dès 1993. Mais les vrais ennuis ont débuté à ce moment-là. Le taux de natalité a fluctué entre 1,2 et 1,4 pendant les 14 années suivantes, facteur principal de la perte prévue de 50 millions de personnes. Les faibles taux de natalité des années 90 et début 2000 ont créé un déficit important de jeunes adultes de 20 à 30 ans dans la démographie actuelle de la Russie. Ces adultes manquants ne se reproduisent évidemment pas, causant encore une autre tranche d'enfants manquants aujourd'hui, ce qui accentue le faible taux de natalité dans le pays. Mais quelle était la cause exacte du faible taux de natalité en Russie au tournant du millénaire? Sans surprise, c'était l'économie. La croissance économique, notamment due à l'intégration des femmes dans des postes autrefois réservés aux hommes, peut entraîner une baisse de la fertilité, comme c'est le cas actuellement en Occident. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie a connu un problème inverse, un bouleversement économique et démographique durant les premières années. Cela a entraîné deux conséquences étroitement liées à la baisse des naissances. Premièrement, les bas salaires et les mesures économiques ont appauvri une partie de la population, réduisant les moyens pour élever des enfants. La situation s'est aggravée avec la diminution de la disponibilité des jardins d'enfants et des crèches, accroissant la pression sur les parents pour consacrer leur temps de travail au soutien des enfants. Cela signifie que les familles étaient généralement contraintes de se soutenir sur le salaire d'une seule personne. Vu l'état désastreux de l'économie russe à l'époque, cela aurait été un fardeau insurmontable pour beaucoup. Deuxièmement, le pays a connu une augmentation drastique du taux de mortalité chez les hommes âgés de 30 à 55 ans. Comme ces hommes auraient été les pères ou les grands-pères des enfants nés à l'époque, les femmes qui perdirent leurs membres masculins de la famille seraient forcées donc d'élever des enfants par elles-mêmes. Cette peur d'être une mère célibataire a probablement envahi la population russe, ce qui pourrait en partie expliquer la baisse du taux de natalité. De plus, le pays a connu une prolifération de l'accès aux services de contraception et d'avortement. Un accès facilité à l'avortement a probablement rendu le choix d'interrompre une grossesse plus attrayant sans partenaire masculin. Cette logique est soutenue par le taux d'avortement extrêmement élevé en Russie à l'époque. Le nombre d'avortements pour 100 000 personnes s'élevait à 2100 en l'an 2000, comparé à seulement 500 ces dernières années. Alors que l'économie russe rebondissait après la récession mondiale de 2008, le taux de fertilité a aussi augmenté, atteignant environ 1,8 pour la plupart des années 2010. Cependant, le mal était déjà fait. Le manque de naissances et le taux de mortalité élevé des hommes à la fin des années 90 ont contribué au déclin lent de la population de la Fédération de Russie sur plusieurs décennies. Concernant la population totale, celle de la Russie est restée relativement stable durant les 3 dernières décennies. Cela peut s'expliquer par une hausse de l'immigration, notamment des ex-pays soviétiques d'Asie centrale. En 1994, le taux net de migration a atteint un pic à 877 000. Néanmoins, la migration nette a baissé les décennies suivantes, atteignant un creux d'environ 40 000 personnes de plus, entrant dans le pays que le quittant annuellement. Le problème de l'immigration s'est aggravé durant les 3 dernières années de guerre. De nombreuses personnes quittant la Russie sans projet de retour, comme mentionné précédemment. Cela forcera probablement la Russie à chercher de la main-d'œuvre en Chine, en Inde et dans d'autres pays asiatiques. Même si Poutine réussit à attirer plus d'adultes actifs en Russie, la solution pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. La Russie est officiellement un pays chrétien orthodoxe. Cependant, de larges zones du pays abritent des minorités religieuses diverses. Les différences nées religieuses et culturelles ont déjà créé des problèmes significatifs, comme l'inégalité des revenus entre les minorités et les principaux centres de population, ou la démographie disproportionnée de la conscription, suggérant que l'armée les cible de manière disproportionnée.
Si la Russie se tourne vers une main-d'œuvre importée de pays ne partageant pas la même culture, cela pourrait aggraver les divisions culturelles et tensions raciales. La guerre en Ukraine contribue également directement à cet ensemble de problèmes. L'une des conséquences directes de la guerre a été un déplacement massif de civils, à la fois en Russie et en Ukraine. Selon des estimations, plus de 5 millions d'Ukrainiens sont déplacés en Russie. De plus, l'invasion ukrainienne récente de Koursk est estimée avoir causé un déplacement supplémentaire de 120 000 à 200 000 civils. Ces personnes risquent de créer une charge économique et administrative supplémentaire pour l'État, et avec la guerre en Ukraine qui fait toujours rage, il est probable qu'un nombre croissant d'Ukrainiens ethniques se sentent moins favorables envers le gouvernement russe, sous l'autorité duquel ils vivent. Quelles mesures la Russie a-t-elle mises en place pour lutter contre le déclin démographique dans le pays? L'un des changements majeurs est l'approche plus conservatrice du pays concernant l'accès à l'avortement et les droits reproductifs. Le taux d'avortement a atteint son pic au milieu des années 90, puis a chuté de 75% durant les 30 années qui ont suivi. Ce n'est pas une coïncidence. En 2003, le gouvernement a imposé des conditions plus strictes sur les circonstances dans lesquelles les femmes peuvent demander un avortement, les limitant au cas de viol, de décès du père, d'incapacité survenue pendant la grossesse, ou lorsque les droits parentaux de la mère étaient restreints, comme en étant en prison. Les années 2010 ont vu les exigences en matière d'avortement augmenter pratiquement en flèche. Bien qu'au début les aspects juridiques de la demande d'avortement n'aient pas changé, les législateurs ont créé plus d'obstacles à son obtention. Les médecins devaient montrer à la femme un battement de cœur fœtal, probablement pour la dissuader d'entreprendre la procédure. Les formulaires de consentement ont été modifiés pour être plus critiques envers l'avortement et souligner les risques potentiels de la procédure. Récemment, le ministre russe de la Santé, Mikhail Marashko, a critiqué les femmes privilégiant l'éducation ou le travail à la maternité et a proposé d'interdire les cliniques privées d'avortement qui gèrent environ 20% des avortements du pays. Le gouvernement a aussi cherché à mettre en avant le besoin de plus d'enfants et de familles aujourd'hui. Peu de temps après le début de la guerre, Poutine a réintroduit le titre soviétique de mère héroïne. Cette distinction est décernée aux femmes qui ont donné naissance ou élevé 10 citoyens russes ou plus et est accompagnée d'un prix d'1 million de roubles, soit environ 10 330 $ au moment de la rédaction. Poutine a également souligné à maintes reprises l'importance des femmes dans la société russe, mais en tant que mère et soignante pour les enfants, plutôt qu'en tant qu'adultes actifs. Dans une histoire humoristique, le ministre de la Santé de Poutine, Yevgeny Shostakov, aurait encouragé les citoyens à avoir des relations sexuelles pendant les pauses de travail afin d'accroître la population. Certains politiciens ont suggéré que les entreprises devraient surveiller la vie sexuelle de leurs employés au travail et contrôler la taille des familles qu'ils déclarent. Sans surprise, les féministes russes ont critiqué ces efforts, soulignant que ces mesures montrent clairement comment les femmes sont utilisées pour engendrer une nouvelle génération de soldats et de contribuables. Le gouvernement offre aussi des incitations financières de 9 000 $ aux étudiants de moins de 24 ans qui ont leur premier enfant. D'autres incitations incluent une bourse ou des paiements uniques pour les mères de triplés ou pour les personnes de l'Extrême-Orient adoptant des orphelins. Cependant, ces montants varient considérablement selon les régions et la plupart des gouvernements locaux semblent s'en tenir au minimum. En 2020, Poutine a signé une loi visant à augmenter la population russe en facilitant l'obtention de la citoyenneté pour les étrangers. Selon les responsables, cette loi pourrait ajouter jusqu'à 10 millions de nouveaux citoyens dans les décennies à venir. Plus tard cette année-là, une proposition distincte visait les responsables russes, leur interdisant une double nationalité s'ils vivaient hors de Russie, loi adoptée en janvier 2021. Par la suite, un amendement a facilité l'entrée des citoyens russes binationaux dans l'armée. Les changements se poursuivent, ce qui peut vous rendre confus. Fin 2023, la loi a été complètement remaniée, rendant beaucoup plus facile l'obtention de la citoyenneté russe pour les personnes qui défendent les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes, même si elles ne parlent pas russe. Ce changement soudain, survenu alors que la Russie est profondément engagée dans ses efforts pour conquérir l'Ukraine, peut être considéré comme une preuve supplémentaire que le pays commence à manquer de main-d'œuvre et de combattants. Mais il y a encore un autre aspect pour expliquer pourquoi la guerre actuelle en Ukraine est importante lorsqu'on discute de la démographie russe actuelle, surtout en ce qui concerne son économie. Suite aux sanctions occidentales, la Russie a dû abandonner l'UE, et la plupart des pays occidentaux, comme partenaires commerciaux, se tournant vers la Chine, l'Inde et le reste du Sud global. Cependant, l'alliance russo-chinoise dépend de la capacité de la Russie à approvisionner l'industrie chinoise en ressources naturelles essentielles, comme les minéraux, le bois et même l'eau douce potable. Tous ces éléments abondent en Sibérie et dans l'extrême-orient russe. Mais ces régions de la Russie sont peu peuplées. Presque toute la Sibérie et l'extrême-orient russe
sauf une petite partie de la Mandchourie extérieure, ont une densité de population de moins de 5 habitants, km², la majorité du territoire comptant moins de 2 habitants, km². En comparaison, la densité de population en Chine est en moyenne de 150 personnes par km². Le sentiment ici est clair, la Russie a un Extrême-Orient nettement sous-développé, mais c'est précisément la partie du pays qui intéresse la Chine. La Chine a investi plus de 2,4 milliards de dollars en Russie pour développer l'infrastructure nécessaire à l'exportation des ressources. Néanmoins, l'infrastructure seule ne suffit pas à assurer le flux de ressources. La main-d'œuvre est aussi requise pour l'utilisation et l'alimentation. De plus, certaines tentatives de la Chine pour sécuriser l'eau potable russe du lac Baïkal, le plus grand lac d'eau douce au monde, ont échoué. Et c'est là que la guerre en Ukraine entre en jeu. Tant que la Russie est empêtrée dans une guerre, il y a de fortes chances que son économie et son industrie soient nettement orientées vers le soutien à l'effort de guerre plutôt que vers la création de nouvelles opportunités d'exportation de ressources vers la Chine. Selon le rapport budgétaire de 2024, environ un tiers des dépenses gouvernementales annuelles étaient consacrées à l'armée et à la défense nationale. Comparé aux autres pays développés, cette part du budget alloué à l'armée est nettement plus élevée. De plus, l'obtention d'une main-d'œuvre supplémentaire était probablement l'une des raisons majeures de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La population de l'Ukraine en 2022 était d'environ 40 millions, soit moins d'un tiers de celle de la Russie. Cependant, le pays étant bien plus petit, la densité de population y est nettement supérieure. Les Ukrainiens sont proches des Russes, ethniquement et culturellement. Depuis l'époque soviétique, une population ukrainienne importante vit en Russie. Certains affirment que l'objectif final de l'opération militaire russe en Ukraine était de restaurer l'intégralité du territoire soviétique. Il est possible que l'absorption de la population ukrainienne soit l'un des objectifs secondaires de l'invasion, mais avec une progression sur le territoire ukrainien qui s'avère lente, mortelle et extrêmement coûteuse, les problèmes de haut militaire ou démographiques de la Russie commencent à s'accumuler. Depuis 2 ans et demi, la Chine est pratiquement silencieuse sur la guerre. Toutefois, les institutions occidentales ont progressivement fait pression sur les entreprises et les banques chinoises pour qu'elles arrêtent de collaborer avec la Russie, ce qui commence à porter ses fruits. La Chine a proposé un plan de paix, jugé scandaleux par l'Occident, mais visiblement appuyé par une grande partie du Sud global. D'après ce plan, la Russie garderait tous les territoires annexés, ce que l'Ukraine continuerait probablement de rejeter catégoriquement. Cela suggère que l'alliance de la Chine avec la Russie pourrait dépendre entièrement de la capacité de la Russie à être un exportateur de ressources, chose qu'elle ne peut garantir si elle est toujours en guerre, et donc la Chine veut que la Russie mette fin rapidement à la guerre. D'autre part, si la Russie met fin à la guerre sans sécuriser une revendication sur une partie ou la totalité de l'Ukraine, la majorité de ces problèmes démographiques à long terme resteront loin d'être résolus. Compte tenu que l'économie du pays semble plus proche de l'effondrement, car le gouvernement injecte plus d'argent dans l'armée que dans la santé ou l'éducation, les prévisions d'une perte de 15 millions de personnes en Russie en 20 ans pourrait devenir un scénario idéal. Si la guerre en Ukraine perdure et que les pertes russes s'accumulent, la machine de guerre exigera plus de personnes à sacrifier dans le Donbass. Cela ne fera qu'aggraver le problème. Mais qu'en pensez-vous? Comment la Russie va-t-elle essayer de sortir du trou démographique qu'elle s'est creusé? Faites-le nous savoir en commentaire. Merci de votre visionnage